Ok. On va donc continuer. Donc on va revenir sur FireMonkey. J'espère que vous avez bien mangé. Et c'est reparti. Alors on va créer une nouvelle application FireMonkey HD. Juste avant, c'est vrai, puisque je l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous allez sur ledevdujeudi.com, tiens, il y a un souci avec la page d'accueil. Je regarde ça. Vous avez un lien maintenant vers vidéo et vous allez retrouver le lien de l'épisode 1. Une chaîne avec les 5 parties de l'épisode 1. Ok, revenons à FireMonkey. Ok. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait possibilité sur les composants de mettre des effets. On a une partie effets avec toute une série d'effets qu'on peut rajouter sur les composants. On peut cumuler les effets. Après, il faut faire attention à ce qu'on rajoute, puisque si on en rajoute trop, après, il y a des choses qui ne se verront pas. Et on a également, c'est une autre des nouveautés, des évolutions de FireMonkey, la possibilité de faire des animations. Pour cela, si on regarde dans la palette de composants, on a une rubrique animation. On va d'abord se concentrer, donc il y a toute une série de composants. On va voir, on va tous les voir les uns après les autres. Mais on va se concentrer sur celui qui, pour moi, est le plus important, puisqu'il permet de tout manipuler, en fait. C'est le T-Float Animation. Donc le T-Float Animation, c'est ce qui va nous permettre d'animer une propriété de notre composant. Donc ça, encore une fois, c'est valable sur tous les composants. Pardon. Donc si on regarde dans les propriétés des composants, il y a toute une partie des propriétés, donc si je reviens sur mon bouton, toute une série de propriétés qui ont un petit icône, un petit diapo, une petite bande de film en fait, qui apparaît à gauche de la propriété. Ça définit des propriétés qui vont pouvoir être animées. On va trouver ça sur le width, sur le scale, le rotation angle, la position, l'opacité, propriété height bien sûr, le rotation center, enfin voilà. Donc ça va nous permettre d'animer un composant. Pour ça, donc une fois que j'ai mis mon composant, je prends mon composant T-Float Animation, je double-clique et il vient être mis sur mon composant. Si je regarde de plus près ce composant T-Float Animation, je vais trouver une propriété Property Name. C'est là-dedans qu'on va définir quelle est la propriété qu'on va animer. Si on regarde dans la combo, étant donné que je suis sur le bouton, je vais retrouver toute une série de propriétés, des propriétés dont on avait parlé, qui pouvaient être animées. Je pourrais par exemple donc travailler sur le rotation angle. Ensuite, j'ai une propriété start value. De quelle valeur, à partir de quelle valeur je vais commencer mon animation. On va la commencer, allez, à 0. Stop value, jusqu'à quelle valeur on va aller au niveau de mon animation.
180 par exemple, 180 degrés. J'ai également un start from current. Je pourrais dire, au lieu de démarrer de la start value, je vais démarrer de start from current, de la valeur actuelle de la propriété. D'accord. Ensuite, j'ai une propriété duration. C'est la durée en secondes de mon animation. Donc, on dise 2 secondes. Si je veux exécuter mon animation, il va falloir que je mette un enable à true. D'accord. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je lance mon application. Voilà. Dès que je lance mon application, mon animation s'exécute. Le mieux serait donc de le lancer par le biais du code. Alors, on va le faire sur le clic du bouton, par exemple. Donc, on va tout simplement faire float animation.start. Et de la même manière, si je veux arrêter une animation, j'ai un stop. Donc, on va enlever le enable à true. OK. Et là, je recommence. Donc, chez ma fenêtre, si je clique sur mon bouton, automatiquement, j'ai bien mon animation qui s'exécute, qui va de start value à stop value. Si j'avais mis un start from current, je vais lui dire d'aller jusqu'à 270 par exemple, et qu'ici, dans la propriété du bouton, donc je mets déjà un rotation angle à 45, il va partir de 45 pour aller à 270. Au passage, vous voyez dans les propriétés que le petit icône de la diapo n'est plus grisé, donc juste pour nous indiquer qu'il y a une animation qui a été définie sur cette propriété-là. Donc même dans les propriétés du bouton, je peux le voir directement. Donc je clique sur le bouton, je suis bien parti de ma valeur pour aller jusqu'à 270. D'accord. Donc je peux animer en fait mes composants comme je le souhaite. Encore une fois, ça c'est valable sur n'importe lequel des composants. J'ai d'autres propriétés dans mon animation, et si je reviens sur les propriétés de mon animation, j'ai une propriété delay. C'est la propriété, à partir du moment où je lance mon animation, quel est le délai en secondes avant que l'animation démarre. Si je mets 1, par exemple, lorsque je lance mon application, je clique, il attend 1 seconde, et après, il démarre mon animation, qui, elle, dure toujours 2 secondes, puisque dans Duration, j'ai mis 2 secondes. On va lui dire de démarrer de 0 et d'aller à 360. Ici, je vais le remettre à 0. J'ai également une propriété loop. Si je clique sur True, je exécute mon application. Je clique automatiquement. Il tourne. Une fois qu'il arrive à stop value, vu que j'ai mis loop, il recommence de start value à stop value. Comme là, c'est de 0 à 360, il tourne sans s'arrêter. J'ai également une propriété auto-reverse. Si je fais True, je clique, il va de start value à stop value. Si je ne mets pas loop, c'est ça. Reverse. Loop, je clique donc pour lancer mon animation. Et une fois qu'il arrive à la fin, vu que j'ai mis un loop, il va boucler, mais il repart dans l'autre sens. Donc il va de start value à stop value. Une fois qu'il arrive à stop value, il va de stop value à start value, il revient à start value, et ainsi de suite. J'ai également une propriété inverse. Si je décoche tout, je n'ai que la propriété inverse.
D'accord, cette fois, au lieu d'aller de start value à stop value, il va de stop value à start value. Donc il fait à l'inverse. Enlever le délai au démarrage. J'ai le loop, on l'a vu, le property name, start from current, start value, stop value, ok, on l'a vu. J'ai également l'interpolation. L'interpolation, en fait, c'est toute une série de courbes qui vont déterminer la vitesse à laquelle va se faire mon animation. Quand j'ai une animation de type linéaire, bah, c'est la vitesse est linéaire, tout le temps c'est la même. Je pourrais avoir élastique, donc il existe différents types, hein, je vous encourage à aller les tester en fait pour savoir. Je vais en montrer quelques-uns. Voilà. Donc il commence dans un sens et dans l'autre, et puis après on fait l'animation normalement. Donc chaque type d'interpolation a ses particularités. Hein. Si c'est exponentiel, la vitesse va augmenter exponentiellement en fait. Hein. Moi je l'ai mis en inverse, donc du coup c'est en même temps l'interpolation et l'inverse, donc dans l'autre sens. Je clique, voilà, tout doucement, et puis ça accélère au fur et à mesure. Voilà. Chaque type d'interpolation a sa particularité. Hein. Il y a le sinusoïdal aussi. Il y en a plein d'autres, hein, donc voilà. Ça va jouer sur la vitesse et le sens aussi, certaines fois, dans lequel va se faire notre animation. Et ensuite, il existe deux propriétés qui sont trigger et trigger inverse. Là, on l'a vu, l'animation démarre quand on clique en fait sur le bouton parce qu'on a fait un start, mais on pourrait décider que l'animation démarre sur un événement. C'est ce que va permettre la propriété trigger. On va définir en fait quel est l'événement. Ça pourrait être is mouse over. D'accord. Dès que je mets la souris là-dessus, mon animation va se lancer. Je mets ma souris sur mon bouton, hop, mon animation se lance. J'ai même plus besoin de cliquer en fait. Entendu, quand je sors, du coup, mon animation est annulée. Donc en fonction du trigger, je pourrais lancer une animation. Pour le trigger inverse, ben, ça serait pour que l'animation soit lancée à l'inverse. En fait. Voilà, parce qu'elle est lancée dans l'autre sens, à l'inverse. Ok, donc on l'a vu très facilement en fait. On peut avec le float animation animer un composant. Là, on a joué bien entendu que sur la rotation, mais on pourrait jouer sur d'autres choses. Et on peut bien entendu cumuler les animations. On pourrait par exemple dire, ok, donc là on va faire ça, et en même temps on va rajouter un deuxième float animation qui lui va être sur la position X, on est de la position courante à 300, voilà, non, pardon, je ne sais pas. Okay. 300, voilà. La durée, bon, on va utiliser la même durée, donc on a mis 2 secondes. Donc on a mis 2 secondes aussi. Voilà. Et on pourrait également prendre un autre animation pour lui dire d'aller sur le position.y, de faire un start from current et d'aller à 400 sur une durée de 2 secondes. Et ici, je pourrais faire float animation 1.start, le 2 et le 3. J'aurais pu également
si je regarde sur le float animation, j'ai un événement, hein, un finish ou un process. Donc lui dire lorsqu'une animation est finie, sur l'événement finish, ben, va lancer la deuxième ou pendant une animation en vérifiant la valeur, quoi, savoir où on est, on peut lancer autre chose. D'accord, donc si je lance cette fois, non seulement mon bouton tourne, mais en plus, il va se déplacer. D'accord, donc là, après, une fois qu'il est là, puis j'ai fait un start from current pour les X et Y, forcément, il fait que la rotation. Et si je le relance, il tourne bien et en même temps, il y a la position qui bouge. D'accord, du coup, ça permet de faire toute une série de choses. On peut jouer sur l'opacité, on peut jouer sur la position, on peut jouer sur la taille d'un composant, on peut jouer sur pas mal de choses, hein, pas mal de possibilités en fait qui sont possibles. On pourrait également utiliser les effets et jouer sur les effets, quoi. Ok. Si on regarde dans les animations, nous en l'occurrence on a utilisé le T-Float animation, mais il existe toute une autre série de composants. On va juste les voir pour voir. L'avantage du T-Float animation, c'est qu'il permet de faire beaucoup de choses complètement différentes. Les autres composants sont plus dédiés à une propriété en particulier en fait. Si je regarde donc dans les animations, je vais par exemple trouver un T-Color animation. C'est ce qui va me permettre de faire une animation sur les couleurs. Si on regarde les propriétés du T-Color animation, il fonctionne de la même manière que le float animation. J'ai une durée, on va mettre 2 secondes, une interpolation, le delay avant, l'auto-reverse, l'inverse, le loop. J'ai une property name, sauf que là je suis sur une couleur, donc forcément je n'ai que les propriétés couleur, donc ça pourrait être fill.color de mon composant rectangle. Je pourrais lui définir une start value, on va lui faire un start from current, et une stop value, jusqu'à quelle couleur il va aller. Voilà, celle-ci par exemple. Okay. Et ici, sur le clic du bouton, je vais faire color animation.start. Si je clique là, j'ai bien la couleur qui évolue jusqu'à la couleur finale. D'accord, ça fait comme un dégradé qui se fait jusqu'à la couleur finale. Sur la durée, bien entendu, que j'ai définie. De la même manière, je pourrais avoir un T gradient animation. Okay, on fait le couleur animation. Toujours pareil, même principe de fonctionnement. La durée, on va mettre la durée. On va mettre une propriété de début. On va lui mettre, allez, on va faire un dégradé comme ça, noir et blanc au début. Et à la fin, on va faire objet noir. Voilà. 2 secondes, ok. Ça ne change pas. Gradient animation.start. Donc cette fois, si je clique sur le bouton, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié le property name. Donc pareil, on va se mettre film et point gradient. Je ne sais pas quelle est la propriété à mettre à jour. Ça ne va pas marcher. Je clique. Animation.start, ok. Ok, le stop value. Ok.
Bizarre ça, pourquoi ça marche pas. Il n'a pas l'air de vouloir. Est-ce que c'est lié au rectangle? C'est possible, on pourrait faire ça. On dit ça sur la forme dans ce cas-là. Ok. Le point de gradient. Ok. Bon, le gradient animation, il y a un truc que j'avais jamais joué avec. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bon, normalement, c'est censé fonctionner sur faire une animation sur un gradient. Le T-flotte animation, on l'a vu. Le T-rect animation, je dois pas. Ah, peut-être parce que. On va retester le gradient là. William m'a fait une bonne remarque. Ok. Ok. 2 secondes. Partie name. Gradient. Ok. J'ai rien oublié. Voilà. Et par contre, on va déjà la définir en gradient, puisqu'on a un kind qui est un B canon. Donc forcément, alors qu'il faut lui définir un kind, B gradient. Forcément, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, on a bien le dégradé qui évolue. On est du gradient de départ au gradient de fin. Comme quoi, j'avais bien oublié quelque chose. Ok. Merci William. On a un T-rect animation. Mais là, je dois rien avoir ouais, je pourrais jouer sur les marges, mais bon, c'est pas. Donc le T-rect animation, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que dans le start value, hein, j'ai une propriété T-rect, donc avec un bottom, lettre, right, top, et pour aller jusqu'à un stop value. D'accord, il faudrait juste, en l'occurrence, comme propriété, j'ai juste les marges ou le padding qui pourraient être là-dessus aussi, j'aurais pas grand-chose, je pense. Qui a une propriété de type T-rect, ouais, c'est pareil. Le principe, ça reste le même. J'ai un bitmap à animation. Donc, le bitmap animation, je vais prendre un T-image. Alors attention également, dans le T-image, hein, si vous remarquez, il y a également un T-image contrôle, d'accord, et un composant T-image. Donc le composant qui gère les images, ça reste toujours le composant T-image. Le T-image contrôle, il va se comporter comme un contrôle. Par exemple, il va avoir un tab order, on va pouvoir mettre un focus dessus, tout ça, mais avec une image, quoi, en fait, à l'intérieur. Donc on va prendre une image. On va prendre, hop, c'est par exemple, on va recaler au studio, Noise Pro, image, con, non, c'est pas ça, pardon, IFX, con,
Alors, on va prendre ça. OK. On va mettre le bitmap animation sur l'image. Même principe de fonctionnement, la durée, l'auto-reverse, le loop, l'interpolation, la property name, donc forcément c'est la propriété bitmap. Le start value, ça va être tout simplement l'image de départ. Donc on pourrait par exemple prendre ça là. J'aurais pu ne pas en mettre là en fait. Voilà, OK. Voilà. Donc la start value, ça va être celle-ci. La stop value, ça va être... on va prendre celle-là par exemple. Laquelle j'ai pris là. La durée, ok, ça n'a pas changé. On va prendre un bouton juste pour lancer l'animation. Ok. Bitmap animation. Point start. Ok. Si je clique sur le bouton, j'ai bien la première image qui s'efface petit à petit pour laisser passer la deuxième image. Je vais avoir également un bitmap list animation. Là, je ne dois pas avoir une image qui corresponde. Donc le bitmap list animation, il va fonctionner comme le bitmap animation. Si on regarde la durée, tout ça, ça ne change pas dans toutes les animations. La seule particularité, c'est qu'on va aller chercher une image, mais en fait, il faut que mon image, elle contienne plusieurs images les unes à côté des autres, en fait. Si je vais pas en avoir. Ouais, voilà, celle-là, par exemple. Pas terrible. Et donc là, donc, dans la même image, en fait, on dira, j'ai deux images, en fait. Et je dis en combien est découpée mon image. En fait, il y en a deux ici. Dans mon bitmap, il y a deux images. Ensuite, je choisis toujours pareil la durée. Ici, j'exécute. Pardon, j'ai oublié de faire le start. Là, je n'ai plus besoin. Je clique. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai oublié, oui. Dans le bitmap animation, toujours pareil, il y a le property name. Il ne faut pas oublier pour lui dire quelle est la propriété à mettre à jour. Et si je clique, j'ai bien la première image, et après on va passer à la deuxième image. Donc si j'avais un bitmap qui contient 10 images, je pourrais faire une sorte de défilement, une image avec un seul même bitmap. Ça, c'est le bitmap liste animation. Je vais avoir un T-color key animation. On va prendre le rectangle. Il faut plus faire sur la forme. Color key animation. Donc le color key animation, lui, toujours pareil, les mêmes propriétés, ça ne bouge pas, hein, 3 secondes par exemple. Mais la différence, au lieu d'avoir un start value ou un stop value, comme dans beaucoup d'animations, on va avoir une propriété keys. Et je vais pouvoir définir différentes valeurs les unes derrière les autres. Donc, si je clique sur keys, ici je suis dans des collections et je peux créer une liste de valeurs. Ici, j'ai une color key. Allez, on va rajouter 4 par exemple. 5, allez. La première, je lui mets quelle est sa valeur. Donc, ça va en fait de 0 à 1. D'accord, donc ça serait 0.
Donc on va la mettre 0, celle-là. C'est la valeur de la clé. Et quelle est sa valeur, la valeur de la propriété. La deuxième, donc on va mettre 0,2. Et une couleur. 0,4. Et une autre valeur. 0,6 par exemple. Valeur, et la dernière, on va mettre 1. Allez. Ok. Donc j'ai fini comme ça autant de valeurs que je veux. Ensuite, ça c'est toujours pareil. J'oublie pas le property name pour lui dire qu'est-ce qu'il met à jour comme propriété, donc field.color. Et ici ensuite, je vais faire color key animation, pareil, .start. Donc si j'exécute mon application, je clique sur le bouton, automatiquement on va passer par toutes les valeurs que j'ai définies. D'accord. Donc là, au lieu d'aller d'une start value à une stop value, je définis une série de valeurs. De la même manière, en fait, j'ai du tcolor key animation, un tfloat key animation. Donc c'est le même principe en fait que le tcolor key, sauf que c'est pour les propriétés float. Donc si par exemple je mets sur mon bouton, je vais lui dire de mettre à jour ma propriété rotation angle. Pareil, on va mettre 2 secondes. Et là, au lieu de lui dire va de 0 va à 360, on va lui définir différentes clés. Je pourrais lui définir, la première c'est 0, il va démarrer à 0. La deuxième c'est 0,2, ça va être 90. La troisième c'est 0,4, ça va être 180. Et la dernière c'est 0, ben on va mettre 1. Et ça va être 270. Et ici je vais donc faire un float animation sur le key animation .start. Si j'exécute mon application, je clique sur mon bouton. Oh, donc il fait bien mon animation, sauf que du coup, je sais qu'il passe par ces valeurs clés que je lui ai données. D'accord. En fonction, en plus, on voit le dernier prend un peu plus de temps. S'il y a plus d'espace dans mes valeurs clés, parce que j'ai fait 0,2, 0,4, et puis l'autre c'est 1 ou un truc comme ça, donc le temps entre les valeurs sera plus important entre les dernières qu'entre les premières. Ok, donc je peux faire toute une série d'animations. Ok, on parle bien d'animation 2D hein, là pour le moment. On n'est pas dans de la 3D. On a une application FireMonkey HD. Hein, et on peut donc animer les composants. Ça, c'est valable, encore une fois, sur tous les composants. Et bien entendu, toujours pareil, si je m'amusais à faire un panel, peu importe, on a le temps d'aller. Un bouton. Et sur le rectangle, si je mets un float animation, donc sur mon float animation, on va mettre property, allez, on va reprendre rotation angle, 0, 360, la durée 2 secondes. Si on clique sur le bouton, on va lancer tout ça. Float animation.start. Ok. Si je réexécute,
bien entendu, mon rectangle va tourner, mais également tous ces enfants vont tourner. Donc également, si les composants sont positionnés ailleurs, hein, automatiquement, tout va tourner. D'accord. Donc on peut jouer avec ce biais-là pour animer plusieurs éléments en même temps, hein, donc soit pour les déplacer, pour les masquer, pour jouer sur leurs propriétés. Et encore une fois, ce type d'animation, ça utilisera complètement le processeur graphique. Donc ça sera pleinement optimisé sur vos machines. Pardon. Ok. Si on revient, juste pour remontrer quelque chose, si on revient sur les effets, on a vu donc qu'on pouvait avoir toute une série d'effets. Et si je regarde tout en bas en fait de la grande série des effets, j'ai toute une série d'effets qui sont T, le nom de l'effet, avec transition. Transition effet. D'accord. T, le nom de l'effet, et transition effet. Donc ça, on va voir un petit peu ce que ça nous permettrait de faire. On va prendre un composant T-image. Ce sera plus pratique pour bien voir ce que ça va permettre de faire. Donc dans mon composant image, je vais aller chercher une image. Pas celle-là, je vous rassure. On va prendre des PNG un peu plus sympa. Ok. Et si sur cette image, je rajoute par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre et Wave Transition Effect. On regarde, donc je suis dans le Wave Transition Effect. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? Bon, binding, ça c'est sur tous les composants. Enable, ok. Si false, bien entendu, sur mon image reste classique. Le progress et le target. Alors ça va nous permettre quoi en fait? Si je reprends par exemple en target, d'accord, l'image de base, c'est la flèche bleue. En target, je vais mettre que ça soit l'image, mais en gris. Alors, l'effet fait que la target est plus grosse que c'est l'effet de transition qui veut ça. Ensuite, j'ai une propriété progress qui va aller de 0, c'est mon image de base, et puis je monte 5, 10, 20, 30, 40, 50. On va voir qu'elle va se déformer pour faire un effet de vague, hein, Wave Transition Effect, pour aller jusqu'au 100, qui sera l'image finale. Donc si on mixait ça avec flotte animation, le flotte animation, par contre, il faut bien le mettre sur le Wave Transition Effect, d'accord, sinon il va chercher les propriétés de l'image et pas du Wave Transition. Or, nous, ce qu'on veut animer, c'est la propriété progress de notre Wave Transition Effect. Donc dans notre flotte animation, on va lui dire en property name de prendre progress, en l'occurrence j'ai que celle-là. Quelle est la durée? 2 secondes par exemple. 1 seconde. Le start value, donc on va lui dire d'aller de 0 jusqu'à 100, puisqu'on a dit que le progress pouvait aller de 0 à 100. On va se mettre un autre bouton pour lancer ça. Hop. Bon, il y a un problème de bouton. Voilà.
Ok. Et donc ici, bon, c'est très bien, donc pour le code. Donc. Ok. Si je clique, j'ai dû laisser par défaut le wave, non, il est bien avec un progress à 0 pourtant. On va mettre en label false par défaut. Et en wave, condition check, point, progress, 0, wave, pas tout. Ok. Si je clique sur mon bouton, automatiquement, on voit la transformation de mon bouton avec un effet de vague pour aller à l'image finale. Donc ça va être le cas de tous les effets, qui sont en bas dans la rubrique effets, qui vont contenir transition. À chaque fois, on a je pourrais avoir un T-ripple, transition par exemple. Le float animation, on va le mettre là. Hop. Le ripple, pareil, il a une target. Ça, pareil, hop. Et il a une propriété progress, donc il va de 0 à 100 en passant. D'accord, donc ça fait des effets assez sympas. Donc ici c'est Ripple. Ok, donc ça fait un effet assez sympa sur le bouton. On va peut-être mettre une durée un petit peu plus grande. D'accord, donc l'effet est sympa et en plus, l'avantage c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ces effets, ces animations et tout ça, parce que à aucun moment ça va consommer du processeur, hein, parce que ça va être basé sur le processeur graphique. Donc ça ne va pas ralentir les autres traitements que vous auriez. Du coup, si on prenait sur le trigger, allez, si on faisait ça sur un isMouseOver, ouais, sauf que du coup, lui, il est sur le Ripple. Donc, comme il n'y a pas de mouseover sur Ripple, il va falloir le faire à la main. On va faire que le mouse center. Mouse center, on va faire ça. Et là. Et sur le mouse sleeve, on va faire float animation point stop. Je vais juste tester quelque chose du coup, puisqu'on... Juste pour voir par rapport au trigger en fait. Puisque, le Ripple là. Donc lui, on va mettre le trigger sur mouseover et le Ripple. Oui, il est en enable à trop. Donc non, je pense que c'est parce que comme il ne trouve pas... Pas grave, on va le faire dans le code, comme on le faisait. Ok.
J'aurais dû le mettre en... C'est bizarre parce qu'il est à 0, mais comme par défaut, la valeur par défaut c'est 30, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise initialisation. Ok, imaginons qu'au lieu que ça soit une image comme ça, que ça soit, vous ayez une barre de boutons ou des boutons, comme ça, et quand l'utilisateur passe la souris sur le bouton, voilà, automatiquement on met ce genre d'effet. De suite, ça change l'interface qu'on peut avoir et ça permet de faire des choses assez sympas, quoi. L'utilisateur met la souris sur le bouton et automatiquement il y a ce petit effet qui est assez sympa. Si vous multipliez ça, encore une fois, ça ne va pas consommer du CPU, donc pas hésiter à se servir de ce genre de choses. Donc on a vu, hein, c'est tous ces effets qui contiennent transition. Pour finir, avant de faire une petite pause, on va voir une dernière chose qui est intéressante. Certains d'entre vous ont certainement eu affaire à des applications où on veut que la fenêtre ne soit pas une fenêtre classique, hein. Quand on lance notre fenêtre, là, ça reste une fenêtre assez traditionnelle, d'accord, carré avec les boutons et ainsi de suite. Alors, bien sûr, il y a des propriétés pour enlever les boutons de ça, mais avec le border style, un border icône aussi, mais ça restera une fenêtre rectangulaire. Il peut être sympa certaines fois de faire des applications qui vont avoir un look de fenêtre autre que le look classique. Pour ça, si on regarde juste une chose dans la fenêtre, on se rend compte qu'on a une propriété qui est la propriété transparency. Si je mets cette propriété à true, en fait, automatiquement, en fait, ma fenêtre va devenir transparente. Bon, donc là, c'est bien le cas, hein, je ne vois rien, je vois rien. Ma fenêtre est complètement transparente. Ce qui veut dire que tout ce que je vais rajouter dessus, par contre, sera visible. Donc si je m'amusais à prendre un composant image, faire un aligne, pardon, hop, AL client. Dans les alignes aussi, ça fait partie des propriétés où il y a eu des évolutions, il y a beaucoup plus d'alignements possibles en fait que ce qu'on avait possibilité de faire avant. C'est vrai qu'on n'a pas les onshore, je le reconnais, mais en jouant, on peut faire plus de choses avec les alignements directement. On s'amuse à faire un align center, hein, par exemple. Je suis client, forcément, hop. Center, automatiquement, mon composant est centré dans ma fenêtre. D'accord. Donc là, je vais faire un align client. Sur ma fenêtre, je vais aller chercher une image. Prendre une petite image sympa. OK. Et si je lance mon application, automatiquement, j'ai donc bien une fenêtre. Je vais modifier ça, la forme de lui mettre un screen center. Et j'ai bien une fenêtre qui a exactement l'image de mon PNG. D'accord. On voit qu'il y a le reflet hein, également, donc ça prend vraiment le PNG avec les effets et tout ça. Si je clique sur le reflet, je suis bien, on peut le voir hein, si je m'amuse à mettre une fenêtre. Si je clique sur le reflet, d'accord, je suis bien sur ma fenêtre. Si je clique ailleurs, ben là, même sans cliquer, on voit que là, par contre, je suis bien sur la fenêtre qui est en dessous. D'accord. Ici, je suis bien sur ma fenêtre. Ici, je suis par contre sur le reflet avec l'ombre de ça, je suis bien sur ma fenêtre. Du coup, on peut faire des applications vraiment avec un look sympa. Et je le rappelle encore une fois, il ne faut pas oublier que
n'importe quel composant peut être le parent de notre composant. Donc rien ne m'empêche ensuite de rajouter des composants, et bien entendu. Donc ceux qui se sont amusés à faire ça, alors l'inconvénient de la VC, du mémo quand on le prend en tant que parent, c'est que les composants peuvent vraiment être contenus à l'intérieur. Ceux qui se sont amusés à faire ce genre de choses avec la VCL, vous savez à quel point c'est difficile d'arriver à avoir une forme qui a le design qu'on veut avec des composants qui marchent correctement dessus, quoi. Ok, donc mes composants, bien entendu, hein, vont fonctionner comme il faut, il n'y a pas de problème. Pardon. Okay, mon application fonctionnera sans problème. Je peux bien entendu après rajouter des animations. Rien ne m'empêcherait par exemple de dire image, flotte animation, de dire qu'on va jouer sur la propriété rotation angle, aller de 0 à 360 en 2 secondes. Et quand on va cliquer sur le bouton ici, on va faire flotte animation qui point start. Je pourrais également rajouter des effets si je voulais. Sur l'image, on pourrait par exemple sélectionner l'image, rajouter un effet glow. Et donc ma fenêtre est bien transparente, hein, avec mon effet, et quand je clique, j'ai bien entendu mon animation qui fonctionne sans aucun problème, quoi. Ok, on va faire une petite pause café. On va continuer après. On a encore, on va parler de 3D, on va reparler des styles pour voir comment on peut dans un style rajouter des effets, ce genre de choses. On va parler des live bindings aussi. On va parler de 3D aussi. On va voir comment on peut faire les choses en 3D, mais également dans de la 2D, comment inclure de la 3D. Voilà, encore. Et puis on montrera un exemple concret d'une appli sympa qu'on pourrait faire et comment on pourrait le réaliser, quoi, en fait. Ok, on va répondre aux questions d'abord. Alors, on n'a pas faim, vous pouvez continuer. Ok, donc les gens qui est trop pressé de voir la suite tout à l'heure. Pourquoi un float animation et pas un single animation, puisque c'est le type des propriétés? C'est une bonne remarque, mais c'est des flottes en fait, même les singles. Donc après, je sais pas qui a défini que c'était des flottes animation. Ensuite, ouais, ça c'est une bonne remarque. Donc la personne dit execute monkey permet de faire directement un clic droit sur un compo pour y affecter un effet et ou une animation. En effet, on l'a vu, hein, on a un composant, on vient ajouter les effets, les animations. Alors ce qu'on peut faire également, puisque là on le fait en posant le composant, avant que je montre le lien, c'est que sur un composant, par exemple en image,
je pourrais... voilà. Je pourrais faire directement un animate float. D'accord. Donc ici, je pourrais mettre rotation angle, si c'est bien comme ça, qu'elle s'appelle la propriété. Quelle est la nouvelle valeur, puisque là, quand je fais ce type de code, automatiquement, c'est basé sur la current value. Hein. Donc on va lui dire d'aller à 360. Et quelle est la durée? 2 secondes. Après, je pourrais mettre comment ça s'appelle déjà? Je perds le nom. L'interpolation, voilà. Juste pour vérifier que c'est bien rotation angle, ok, comme ça. Je vais mettre ça en commentaire. Donc si je voulais ne pas poser de composants, hein, je pourrais d'ailleurs, on va supprimer ça, on va supprimer ça, voilà. Si je voulais ne pas poser de composants animation sur mon application, je pourrais sur chaque composant, en cliquant ici, je vais faire, oh tiens, il y a un problème avec le bouton. Ah oui, j'ai animé que l'image. Et le bouton est, que le bouton soit apparent, bien sûr, de l'image. Ok, ça marche. D'accord, donc je pourrais le faire directement. Voilà, directement dans le code, en fait, hein, en faisant mon composant.animateFloat. De la même manière, hein, j'ai un animateColor, un animateFloat et le floatWeight, en attendant ou en attendant une certaine durée. Ici, il y a la durée qu'on n'avait pas dans l'autre. Ou alors, je peux, comme on l'a vu, poser directement avec les flottes animation. Par contre, ce qu'on a vu, donc, que ce soit les effets ou les animations, c'est qu'il faut aller chercher les composants dans la palette de composants. Il y a Polkdot, que vous connaissez certainement tous, qui a créé un assistant en fait qui peut être incorporé dans Delphi X2. Je vous invite sincèrement à aller le récupérer. Hein. Et cette fois-là, quand je suis sur le composant, comme on le voit ici, il suffit de cliquer avec le bouton droit, de faire Add Effect, et on peut rajouter directement le composant. Et pareil pour l'animation en fait. Donc, ça reste beaucoup plus pratique où on n'a pas besoin d'aller dans la palette de composants. Voilà. Donc n'hésitez pas à les récupérer, c'est gratuit. Donc c'est Polkdot qui a créé ça. Donc, un très bon assistant. Les composants ne s'affichent pas sur ma fiche. Quand je pose un bouton ou un label sur la fiche, ils sont créés dans le source, mais n'apparaissent pas sur la fiche. Oui, ça c'était un problème, je crois. J'ai vu il y a plusieurs questions liées à ça, où c'était la personne avait pris une application type 3D. On va y venir après. Ok, donc ça c'est pareil. Comment quittez-vous l'appli quand la fenêtre est invisible? Alors, soit je clique sur le bouton ici, sinon le mieux ça serait de se rajouter, on va se rajouter une image ici. Hop, là par exemple, voilà. Voilà, ok, et puis sur le clic du bouton, hein, application, .terminate. Ou save.close ou format.close. Là, dans ce cas-là, ça me permet d'avoir un bouton pour fermer. On fera aussi dans le cas de l'application, on verra comment la conçoit, comment on pourrait déplacer aussi la fenêtre et tout ça. Le bouton peut même être en dehors de l'image, ça fait pas mal dans certains cas, tout à fait.
Dans la prochaine version, est-ce qu'il y aura la plateforme Linux? Donc c'est prévu normalement dans X3, on devrait avoir la plateforme Linux. Il est prévu normalement dans pas très longtemps, qui est une mise à jour de la roadmap. Donc voilà. Donc on saura à ce moment-là plus exactement en fait ce qu'il y aura dans les prochaines versions. Parce que c'est vrai qu'initialement c'était ce qui était prévu, Linux. Maintenant, comme il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions. Donc je sais que bientôt il est prévu qu'il y ait une nouvelle roadmap qui soit publiée. Donc on verra à ce moment-là, comme il y a eu des demandes sur Android, sur tout ça. Donc, il faut penser à coder pour le déplacement de la fenêtre dans Windows. Oui, tout à fait. On fera ça à la fin dans l'application d'exemple. Peut-on faire un changement de couleur d'une zone colorée quelconque dans un bitmap? Faudrait utiliser. Il y a un effet dans les effets là. La liste des effets, on a un TU Adjust Effect. Donc, il faudrait jouer avec cet effet-là sur ses propriétés. Après, pour jouer sur les couleurs, en fait. Voilà. Jouer sur les couleurs. Peut-on faire un remplissage couleur d'une zone à la manière d'un réservoir qui se remplit? Il faudrait jouer avec des effets, des animations pour pouvoir faire ça. Je pourrais, par exemple, allez, soyons fous, prenons quelques minutes pour faire ça. Hop, on met ça, on met ça. Voilà, du coup, j'ai enlevé ce que je voulais pas. Je vais prendre un bouton. Bouton. Hop. Imaginons qu'on prenne un petit rectangle. Ok. Ok, on va mettre ça, on va changer la couleur, mettre une couleur sympa quand même. Voilà. 8 329. Ok, et imaginons qu'on mette un float animation sur rectangle, où on lui dit qu'on va. Le premier c'est là. Alors, on va faire qui va me permettre ok. Float animation, on va jouer sur la propriété 8, où c'est qu'elle est. On va lui dire d'aller de 0, d'aller jusqu'à 329. Ok, on va lui dire de faire ça en 3 secondes. Ok, ici on va modifier la propriété 8 pour démarrer à 0. Donc j'ai fait un rotate à 180 déjà. Il a déjà été fait ici pour que ça monte bien et pas que ça soit à l'envers en fait. Sinon forcément les coordonnées sont en haut et pas en bas. Quoi. Et donc sur le bouton, on va tout simplement faire, on met ça, plot animation.start. Voilà. Tiens, j'ai mon rectangle qui bizarre. Mon rectangle, il est pas sur mon bouton, il est sur mon image, donc c'est ça qui me gêner. On va le reprendre.
Enfin, comme quoi, il faut faire attention hein, à la propriété parent. Et, voilà, ok, 0. Voilà. Rotation angle est bien à 180. C'est le rotation angle qui doit le perturber. Ok, alors on va faire différemment. On va le mettre à 329. Ok, on va remettre le rotation angle à 0. Et on va le mettre à... On va le déplacer comme ça. Est-ce que je peux faire ça? Tiens. On va faire. Si on le faisait... En fait, je suis con. Hein. Il faut deux animations, une sur le Y et une sur le Y. Sinon, donc on est à 0. Voilà. C'est juste que je puisse l'attraper pour le déplacer. Ok. Non. Y, position point Y. Voilà. Ok, on va mettre un autre T-float animation. Donc le premier va travailler sur la hauteur. Le deuxième de la même durée, bien sûr, sinon ça ne va pas le faire. Position point Y. Et on va lui faire un start from current. Et par contre, il faut aller vers... c'était quoi la hauteur initiale? Donc le stop value, j'ai dit qu'il était là. Et le stop value, il va aller à 130.
j'ai mis un start from current, hein, comme ça il démarre de la position sur laquelle il est. Ok, j'ai rien oublié. Le property name ici c'est bon. Le property name animation 1, start. Les flottes animation 2, start. C'est bizarre, il y a un... Donc là, il est décalé, je pense que c'est le screen center en fait qui lui pose ouais. Bon, le principe, ça serait ça de toute manière. Après, on a bien ici notre réservoir qui se remplit, quoi. Après, avec les animations et les effets, on peut faire plein de choses. Donc, forcément, comme je lui ai mis un start from current, deuxième fois, ça ne lui va pas, quoi, puisque la condition... Par contre, au démarrage, il est décalé et je pense que c'est lié au screen center. On va essayer de laisser... Donc le principe, ça serait ça de toute manière. On va faire beaucoup de choses avec les animations et les effets. Voilà. Après, ça va plus être l'imagination qu'on va avoir qui va nous limiter. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? On a pris un peu de temps pour répondre à la dernière. Non? Ok, on va faire une petite pause alors dans ce cas-là. Pause café. Voilà, une petite pause café et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.